Disculpin que comencem una miqueta més tard, els hem fet esperar, però ja saben, aquest és un gran país, però quan plou els cotxes es reprodueixen, no sé, hi ha una cotxada i hem trigat una mica més del compte. Je viens de m'excuser pour le retard. C'est un grand pays, la Catalogne, mais dès qu'il pleut, les voitures se reproduisent. Plus de voitures. Et voilà, on arrive un peu comme ça, mais ens relaxarem una miqueta. És un verdader plaer trobar-me aquí a Olot participant del Festival Mot i a més és un plaer afegit poder-ho fer conversant amb Madame Mourad, que és autora d'un grapat de llibres molt interessants tots ells. És veritat que n'hi ha un publicat ara exactament fa 30 anys que jo crec que s'ha guanyat un lloc a la littérature, als clàssics moderns. Ça fait 30 ans que vous avez publié votre premier livre, devenu je dirais un classique. I per què un clàssic? En què es medeix un clàssic? Jo a vegades penso que depèn de quantes generacions d'una mateixa família han llegit un llibre. Això ja es pot considerar un clàssic. Et dans ma famille, il y a au moins 3 générations qui ont lu le livre. La meva àvia, la meva mare, les meves germanes, i espero que la meva filla gran no estigui molt a llegir-ho. I la veritat, quan dic que la meva àvia el va llegir, no és ben cert. C'est pas exactement vrai que ma grand-mère a lu le livre. Però és el darrer llibre que va començar i que va tenir a les mans. Jo era estudiant a Barcelona, j'étais étudiant a Barcelone, i vaig anar a passar les vacances de Nadal a Mallorca i li vaig comprar aquest llibre. J'ai acheté ce livre comme cadeau pour ma grand-mère. I el va començar a llegir amb molta il·lusió i es va posar malalta. Elle est tombée malade. Mon livre l'a rendu malade. Oui, voilà. Je pourrais dire que votre livre a été un peu un médicament, je dirais même. Ça a été plutôt un médicament, votre livre. Va fer més l'efecte de medicina pour elle et pour tout ce qui l'entourait. Parce que el llibre va quedar una mica a la tauleta de nit on tenia els medicaments i el rosari i aleshores quan l'anàvem vetllant a vegades ens demanava que li llegíssim un bocí i a vegades ja el llegíem per fer-li companyia. Souvent il nous demandait de lui lire un morceau en haute voix, lui faire la lecture. Mais sinon c'était le livre qui était à côté de sa table de chevet avec les médicaments, le chapelet. Et ça faisait que quand on la veillait, on prenait votre livre de la part de la princesse morte et on lisait nous aussi. I l'endemà, amb la meva mare, les meves germanes, comentàvem el llibre, com havia passat la nit la malalta. On se disait comment elle passait la veillée, si ça avait été une nuit difficile. Et aussi, on parlait un peu du livre qu'on avait lu. I, clar, francament, això fa que siguin llibres que tenen, en fi, un lloc especial per la vida d'un lector. C'est des livres qui prennent une place un peu spéciale dans la vie d'un lecteur. I justament, em sembla que el motiu general de tots aquests dies de trobades és considerar el poder que té la literatura a l'hora de reconstituir el passat, de resituar-lo com a individus i també com a col·lectivitats. Le sujet de tous ces jours du festival, c'est le pouvoir de la littérature pour nous faire revivre le passé et pour nous replacer un peu nous-mêmes en tant qu'individus et en tant que collectivité face au passé à travers les livres. I això és una cosa que és evident quan un autor fa un llibre, quan llegim un llibre, però encara es fa més evident quan rellegim un llibre. Dès qu'on relit un livre, on se replace nous-mêmes par rapport à notre première lecture. Ens resituem, és una manera que ens revivim a nosaltres mateixos la nostra primera lectura. És una manera d'anar-nos retrobant amb el nostre passat d'aquell que vam ser quan llegíem el llibre per primera vegada. Et ça nous replace par rapport à notre première lecture. Et ça fait 30 ans que j'ai lu ça.
comment j'étais il y a 30 ans. Comment vous l'avez reçu il y a 30 ans. Ouais. Et comment Comme on l'a reçu. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Et qu'est-ce qu'on avait oublié? Oui. E qu'est-ce qu'on récupère? E pourquoi on coixa in page? Per què hem marcat una pàgina i no una altra, que ara ens sembla més important? Aleshores, és una cosa que té que és gairebé màgica de la literatura, aquesta capacitat, li sembla? ¿Y son las mismas páginas que hay? No. No, son diferentes, muy No tiene diferentes. nada que ver. No sé si he empeorado o he mejorado, pero soy muy diferente. Me fijo en otras cosas. La meva àvia es fixava molt, jo pensava que li cridaria molt l'atenció l'exotisme. Je pensais ma grand-mère, elle va être très sensible à l'exotisme du livre. No era la cosa que més li cridava l'atenció. Ce qui la frappait profondément, c'était de reconnaître ces expériences de femmes dans les expériences des femmes du livre. Una senyora mallorquina del seu temps, Muy interesante. que no havia sortit d'allà i s'encontrava, se reconocía en esta... Eso yo quiero decir en mis libros, que las similaridades en diferentes sociedades, pero similaridades que es el humano. Las cosas humanas son las mismas todo el mundo. Sí, en cualquier geografía y en cualquier condición. Es muy curioso. Bueno, pues tenemos 30 años de vida de esta princesa muerta, que está viva. Está muy viva. Está ahora, muy sí. viva en el corazón Muy viva, sí. de muchos... Disculpe. Mucha gente. Està molt viva su princesa. Bueno, supos que molts de vosaltres sabeu aquest llibre, n'hi ha d'altres, però tornant a aquest, estem parlant, és la reconstitució de la vida dels pares de la senyora Murad, una mare a qui ella no va conèixer i un pare a qui va conèixer més tard. Sa mare era una princesa de la casa imperial otomana i son pare era un rajà de la Índia. I aquest llibre és la recerca, la reconstitució d'un passat. Jo a vegades me suis parfois demandé, en écrivant, lorsqu'il écrit, son ambition, je ne peux pas dire l'ambition, parce que quelque part, ce qu'il veut, c'est pas réentendre la voix ou entendre la voix des gens qui ne sont plus là. Quan un escriptor escriu, d'alguna manera, no escriu per sentir aquelles veus que li falten. Entendre la voix de gens qui ne sont plus là. Ouais. Pour moi, c'était entendre, parce que je n'ai jamais connu ma mère, puisqu'elle est morte quand j'avais 1 an et demi. Donc, ça a été ce livre, il y avait 2 projets dans ce livre. Une reconstitution historique et justement montrer que des sociétés très différentes, en fait, se ressemblent dans les sentiments et les valeurs profondes. Et je pense que c'est une chose très importante à dire aujourd'hui. Mais l'autre sujet est un sujet plus personnel, c'était comprendre ma mère, la retrouver. Car quand j'ai eu une histoire avec ma mère, et ça répond à ce quand j'étais petite, on me disait que ma mère, c'était comme la Sainte Vierge, j'adorais ma mère, etc. Et je pensais que c'était vraiment une femme. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai appris certaines choses, où j'ai appris qu'elle avait menti et que, donc, tout d'un coup, l'image de ma mère s'est écroulée. Elle avait menti sur des choses importantes, sur ma naissance. Et elle était morte, la pauvre, donc elle m'avait laissée dans une situation impossible. Et je lui en ai beaucoup voulu. Et j'ai détesté ma mère. Et parce qu'à l'âge de 15 ans, une adolescente ne comprend pas comment une mère peut mentir sur des choses tellement importantes, la naissance de sa fille. Et donc, je l'ai détestée. Et c'est terrible de détester sa mère. Parce qu'une femme n'arrive pas à se construire si elle déteste sa mère, parce qu'elle se déteste elle-même. Enfin, c'est une contradiction terrible. En vieillissant, j'ai commencé à la comprendre. Mais il m'a fallu vraiment... j'ai commencé à la comprendre vers l'âge de 30 ans. J'ai commencé à comprendre qu'elle avait menti pour essayer de me préserver, de préserver ma liberté.
parce qu'en Inde, quand même, elle avait été assez malheureuse, parce qu'elle était dans un contexte extrêmement restreint, traditionnel, dont elle n'avait pas l'habitude, parce qu'au Liban, le Liban, c'est le petit Paris de l'Orient, et elle a été assez libre au Liban. Mais en Inde, donc, elle ne l'était pas, et c'est pour ça qu'elle avait demandé à accoucher en France, à Paris, parce qu'elle avait peur aussi des coutumes. Il faut dire qu'il y avait certaines coutumes qui sont effectivement... Je vous donne un exemple. Quand ma belle-mère, la seconde femme de mon père, donc quand ma mère était morte, mon père s'est remarié, ma belle-mère est tombée malade, j'étais là-bas à ce moment-là, et le médecin, arrivait le vieil hakim, le hakim c'est la médecine indigène, bien que mon père était très moderne, avait fait des études en Angleterre, c'était un intellectuel, mais revenu dans son pays, il était obligé de suivre les coutumes du pays. Sinon, il était rejeté. Donc, il devait suivre les coutumes. Donc, venait le vieil hakim, et je vois 2 servantes mettre une grande couverture devant le lit de ma belle-mère. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, le docteur n'a pas le droit de la voir. Et donc, il a examiné ma belle-mère en la touchant un peu, je pense, derrière les couvertures, sans la voir. Et bon, autant vous dire, il a porté plein de fioles, etc. Elle est morte quelques mois après, bien sûr. Donc ma mère a voulu accoucher en France. Et je pense que si j'avais été un garçon, elle avait le sens du devoir, le sens de... C'est quand même une famille qui avait régné, etc. Donc un garçon aurait régné sur ce petit État. C'est un petit État de l'Inde. Mais quand elle a vu que c'était une fille, elle s'est dit, j'ai reconstitué ça après, elle s'est dit, je ne vais pas la ramener en Inde où elle va être en burqa, en purdah, et où elle va avoir aucune liberté, elle va être un mariage arrangé. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de me faire passer, enfin de dire que j'étais morte et me déclarer plusieurs mois après, 6 mois après. Voilà, donc j'en ai beaucoup voulu, mais par la suite, j'ai compris qu'elle avait voulu me garder une liberté, ma liberté. Mais pour vraiment, complètement... alors j'étais journaliste, j'ai adoré mon métier de journaliste, et je m'occupais effectivement du Moyen-Orient, de l'Orient, mais pour continuer là-dessus, pour vraiment, à un moment donné, j'ai eu besoin d'écrire cette histoire. Et j'ai eu besoin, et j'ai eu besoin de mettre tous mes pas dans les pas de ma mère. C'est-à-dire de faire tout ce qu'elle avait fait, même le voyage en Inde, au lieu d'aller en avion de Delhi à Lucknow, qui est la ville où était mon père, je suis allée comme elle, qui est arrivée en bateau à Bombay en bateau, il n'y avait pas d'avion à l'époque, ou très peu, et un trajet de 48 heures en train, pour revivre la peur qu'elle devait avoir d'aller se marier avec un homme qu'elle n'avait jamais vu, puisque c'était un mariage arrangé. Donc, si vous voulez, disons qu'avec ce livre, je me suis vraiment complètement réconciliée avec ma mère. Mais alors ça, c'était une des raisons, mais il y a eu d'autres raisons pour l'écriture de ce livre. Je ne sais pas si vous voulez que je continue comme ça ou bien... Non, je vous écoute. Ah bon. J'ai l'impression de continuer la lecture un peu. L'impressió de continuar escoltant, de continuar llegint. No, justament el que m'interessa és... tornarem a la mare, però sí que m'interessa la figura del pare, que això és un altre llibre, no? Ah, du père. Du père, parce que... Ah oui. Ah, mais le père, c'est très intéressant, parce que... C'est toujours intéressant, les pères. Oui. Il n'y a pas que les mères. Il était spécialement intéressant, mon père. Très spécialement. Bon, je pense que peut-être tous les enfants disent ça, mais là c'est vrai. Mais disons que mon père ses parents avaient été assassinés. Il a été orphelin à l'âge de 10 ans. Ses parents avaient été assassinés dans un accident de voiture par un oncle pour prendre la direction de l'État. Et là-dessus, donc, on l'a envoyé en Angleterre, parce qu'on avait peur qu'il soit assassiné, on l'a envoyé être éduqué en Angleterre. Donc, il a fait ses études en Angleterre, il a fait l'université à Édimbourg, et il est revenu, donc un jeune homme très accompli et très, très moderne. Et mon père était, d'ailleurs, quand je l'ai rencontré, j'avais 21 ans, il était maoïste. Alors on l'appelait le Raja rouge. il était maoïste dans le sens où il disait
L'Inde a besoin de discipline, l'Inde ne va jamais s'en sortir. Regardez la Chine, comme elle s'en sort. Il faudrait vraiment un régime de ce genre en Inde. Bon, en tout cas, il était un curieux mélange d'aristocrate et de maoïste, les deux. Et donc, quand je l'ai connu, alors il me disait, en France, vous faites ce que vous voulez, mais ici, vous faites ce que je veux, parce que je ne veux pas qu'on dise que la fille du Raja de Kotwara est une gourgandine, Bon, voilà. Donc, là-bas, c'était très strict. Il était extrêmement strict avec moi. Et bon, ça posait quelques problèmes. Mais donc, en fait, c'est ça que je disais. Oui, il pensait que toutes ces coutumes et toutes ces restrictions étaient ridicules. Mais comme il avait perdu, il me disait, j'ai perdu toute ma fortune, au moment de l'indépendance de l'Inde, on a confisqué les terres des Rajas et des Maharajas. Donc il avait perdu, en 1952, il avait perdu sa fortune. Et donc, il me disait, je ne peux plus voyager, je dois rester ici. Donc je veux que les gens continuent à me respecter. Et l'honneur des hommes dans ces pays-là, c'est dans la vertu de leurs femmes. C'est là où ils placent leur honneur. Et donc, il n'était pas question que je bouge un petit doigt quand un homme entrait dans la maison, m'envoyait dans ma chambre. Et moi qui avais été à la Sorbonne, j'arrivais de la Sorbonne, j'ai été trotskiste. J'avais tout ça, j'avais une vie tout à fait d'étudiante des années 60, enfin qui était tout à fait bon. Et voilà, donc très libre et tout. Et au début, j'ai trouvé tout ça très amusant parce que j'étais constamment avec des femmes. Jamais, quand on devait sortir, il y avait des rideaux. On passait là pour que les hommes ne voient pas. La voiture était entourée de rideaux. Si je tirais un peu un rideau pour voir, je me faisais engueuler, attraper. Et bon. Donc, mon père me disait, donc, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, je veux être tranquille et qu'on me laisse tranquille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, alors, sa seconde femme, qu'il avait épousée, avait épousé mon père. Au fait, elle espérait que, comme ma mère, elle ne serait pas voilée, parce que ma mère n'était pas voilée. Mais il s'est passé ce qui se passe avec tous les gens du Moyen-Orient ou de l'Orient qui épousent des occidentales. Alors, ils épousent, ça arrive souvent, ils les rencontrent comme étudiants, et tout se passe très bien quand ils se marient et qu'ils vivent en Occident. Par contre, quand ils reviennent dans leur pays, il y a la pression de la société, et la femme doit se conformer, et c'est le drame à ce moment-là. Donc cette nouvelle femme de mon père espérait ne pas être voilée. Mais mon père, bien évidemment, ayant l'expérience de ma mère, l'a bouclé encore plus fort. Et la chose, elle était très, très elle avait envie d'être indépendante, et elle m'emmenait dans un salon de thé. Elle était voilée, elle avait complètement voilé. Et dans le salon de thé, elle enlevait son voile, et on mangeait des gâteaux. Et elle me disait, mais personne ne peut me reconnaître parce que personne ne m'a jamais vue. Voilà, c'était quand même intéressant. Petit avantage. Et il y a une certaine liberté chez les femmes voilées, vous savez, parce que je ne voulais pas trop le croire, mais il y a beaucoup de choses qui se passent sous le voile. Parce que les filles, différemment d'une petite ville de province où tout le monde connaît, on sait où va la fille, si elle va retrouver un garçon, etc. Bon, maintenant, ça a moins d'importance, mais il y a 20 ans encore, ou 30 ans, ça en avait. Là-bas, on ne sait pas. En général, elles sont voilées, on ne sait pas où elles vont. Vostè era periodista, és a dir, jornalista, i és una mica, tot i que per ser periodista, com bé conèixer una mica el passat, al cap i a la fi es tracta de transmetre el present, no? Le travail d'un journaliste, quoique c'est toujours convenable de connaître un peu le passé, c'est la transmission du présent immédiat. Quand est-ce que vous avez décidé, si c'est une décision consciente, comment c'est venu l'idée de transformer tout ce passé qui était douloureux, qui était dans des brumes, de transformer ça en littérature? Ça m'est venu en fait, à partir du journalisme. Comme journaliste, j'ai été journaliste parce que j'avais envie de faire comprendre à mes pays d'adoption d'Europe, mes pays d'origine. Parce que je voyais qu'on ne comprenait pas. Il y avait beaucoup de fausses perceptions. Et donc, j'ai voulu être un passeur entre ces deux sociétés. Et c'était très important pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit. Je voulais pas écrire sur la politique française, ça m'ennuyait terriblement. Je voulais écrire sur le Moyen-Orient et l'Orient
pour essayer de faire comprendre justement ce que c'était que ces sociétés. Mais au bout d'un moment, je me souviens, c'était pendant la révolution iranienne. J'ai couvert la révolution iranienne, c'était absolument passionnant. Je me rappelle que je me disais, mais comment est-ce qu'on me paie pour être là alors que je donnerais 2 doigts de ma main pour être là, tellement c'est passionnant. Mais en fait, je me rendais compte aussi qu'on ne pouvait pas que parler politique, que ça n'expliquait rien, qu'on ne pouvait comprendre cette révolution iranienne, par exemple, qu'en remontant dans le passé, dans l'histoire, dans les croyances religieuses, dans la culture profonde du peuple iranien, et que, en tant que journaliste, on avait un petit espace, pas beaucoup de temps, et que donc on ne faisait qu'effleurer à peine, et on ne pouvait pas vraiment faire comprendre les choses. Donc j'étais un peu frustrée, et je me suis dit que j'avais envie d'écrire plus en profondeur et d'écrire des livres, pour continuer ces choses d'expliquer d'une culture à une autre. Et puis, je ne savais pas très bien quoi écrire. Et puis un jour, je parlais avec une amie libanaise qui me dit, mais écoute, ta mère, c'est une histoire formidable, et en plus, elle passe quatre cultures. Elle a la culture ottomane, les Ottomans, la fin de l'Empire ottoman, le Liban, qui était le Liban tout à fait musulman, mais en même temps très français, les Indes, et finalement Paris. Donc, et à une époque, c'est-à-dire c'était le début du XXe siècle, c'est l'époque qui a tout changé et qui a déterminé la suite, parce que c'était l'écroulement des empires, c'était les changements, les grands changements intellectuels, des mouvements intellectuels, etc. C'est vrai que le monde, jusqu'à 1945, c'était un certain monde. Il y a eu 2 guerres, mais et vraiment les choses ont changé beaucoup par la suite. Et donc, je me suis dit, je vais écrire ça. Et donc, il y avait, comme je vous ai dit, le projet personnel et le projet tout à fait plus général d'expliquer un monde à mon monde d'adoption, un monde à l'autre, d'essayer de faire le passeur entre les 2 mondes. Perquè com a matèria literària va tenir que ser una amiga que li digués que això era un bon material per a una novel·la. Vous ne vous rendiez pas compte que la vie de votre mère, votre propre expérience, ce n'était pas matériel littéraire. C'est une amie qui vous a dit. Oui, sur le moment, j'étais... Et après, j'ai très bien tout de suite vu, mais j'étais peut-être trop dans mon problème avec ma mère. J'avais plus de problème. Enfin, j'étais trop là-dedans pour essayer, pour vraiment... Ouais. Encara estàveu a la phase de jutjar. Vous étiez dans la phase de jugement, oui, pas de compréhension. Oui. Et il ne se peut écrire un bon livre de Non, mais à ce moment-là, quand j'ai commencé ce livre, j'étais dans la phase... J'avais tout compris. Sinon, le livre, c'est impossible. Sinon, le livre n'aurait pas possible, parce que le livre a été une récrimination. Il y a beaucoup de livres qui sont des récriminations, contre ses parents, contre ceci, cela. Et ça, bon, c'est bien, c'est une chose. Je crois que c'est une chose qu'on a besoin, que la personne a besoin de faire. C'est une sorte de psychanalyse. Mais ce n'est pas forcément de la littérature. C'est pas forcément de la littérature. C'est pas forcément, bon, sauf si on est dans le même problème, très intéressant. Non, ce qui est important, à mon avis, c'est d'essayer de tisser des liens et non pas faire des antagonismes. Il y a suffisamment d'antagonismes dans le monde. Il faut essayer de tisser plus rapprocher, essayer de faire comprendre. L'important, c'est de faire comprendre. Et je crois que par l'écriture, on peut comprendre soi-même d'abord. Un écrivain, je crois, d'abord essaye de se comprendre lui-même par l'écriture et de transmettre aux autres. Parce que, enfin, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens, je crois, écrire permet d'approfondir et permet d'aller profond en soi et donc d'arriver du particulier au général. No sé, li agraden les novel·les de Simenon? Vous êtes lectrice de Simenon? Oui, bien sûr, oui. Pensava aquella frase que ell va escriure 300 novel·les, no? Quasi sempre hi havia un mort o 2. De que la qüestió era juger. Comprendre n'est pas juger. À comprendre, bien sûr. Que un escriptor, si no intenta comprendre, segurament no ens interessarien gens, serien, es diu, arrangement de compte. Vous savez que moi, mon motto, mon moteur, c'est une phrase que m'avait donnée, et je l'ai écrite en exergue d'un de mes livres. C'est une phrase qu'on m'avait donnée en première année de philosophie à la Sorbonne. Le professeur nous avait donné une phrase de Spinoza qui est « Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de comprendre ».
Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, la devise. Je pense que la devise, c'est pas toujours facile, enfin, c'est pas facile, mais je pense que c'est la devise qu'on doit avoir, parce que juger, c'est... Ça fait la différence entre les gens qui ont fait des études à la Sorbonne et moi. Ah, C'est la différence, parce que je vais faire la Sorbonne et cite Spinoza. Je dis, vous avez fait la même ah, citation, Simenon, c'était Spinoza. Simenon. Ah, voilà, c'est ça. Les romans de gare. Llegeixo llibres de policíacs i de quiosc i vostè ha estudiat a la Sorbonne, però han dit el mateix. Ça serait pas mal de confronter un article érudit, de mettre un rapport Simenon et Spinoza. Ah oui, Hein. ah oui, ce serait Je pas mal, viens ça, de noter oui. pour Ah oui. une chose que je ne ferai jamais. El quadern de coses que no farem mai. Posar en relació Spinoza i Simenon. Una cosa que m'ha tornat a impressionar rellegint aquest llibre en concret i després també el Jardí de Badalpur també és força present, és el grau de... És a dir, està contat des de dintre. Aquí hi ha un treball de documentació al final de l'imperi otomà, una casa reial amb els seus usos, els seus costums, el que mengen, com es vesteixen, com es diverteixen, com parlen, quin és el protocol. Anem al Líban i trobem també al Líban com és la societat, què menja la gent, com es diverteixen, quines pel·lícules, com es vesteixen les noies, què fan quan van a un ball. I a l'Índia exactament el mateix. Tout ce grand travail de recherche, de documentation, qui fait que la lecture ne donne pas l'impression d'être une suite de fiches encyclopédiques. Non, non, pas du tout. Et au contraire, on a l'impression qu'on y est, parce qu'on sait comment ils s'habillent, ce qu'ils mangent, comment ils se parlent, les normes du protocole très serrées, les bijoux qu'ils portent, les films qu'ils vont voir. Il y a plus que... Comment vous avez fait cette recherche? J'ai fait une recherche que je serais incapable de faire aujourd'hui. C'est presque monstrueux. Un travail monstrueux. J'ai lu tous les journaux que je pouvais lire, c'est-à-dire en anglais, en français, et certains m'ont été traduits, dans les pays différents pour les époques différentes. C'est-à-dire tout ce qui a été écrit de l'époque, les journaux de l'époque en Turquie, que je pouvais lire qu'en français, en anglais, ou qu'on me traduisait aussi. Même chose pour le Liban. Même chose pour l'Inde, où j'ai passé 2 mois dans une librairie à Delhi à lire sur microfilm, où je me suis fichu les yeux en l'air parce que les microfilms sautaient sans arrêt. Et à Londres aussi, bien sûr, et puis à Paris. Donc j'ai fait un travail ahurissant que je n'aurais jamais pu faire si je n'avais pas été journaliste. Je vais vous dire pourquoi, parce que je pouvais lire très vite et voir tout d'un coup ce qui pouvait m'intéresser. Parce qu'on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas pris un documentaliste? Bon, d'abord, je n'avais pas le premier sou pour prendre un documentaliste, première chose. Mais surtout, c'est qu'un documentaliste peut vous trouver la couleur d'une robe ou des boutons ou une date, mais il ne peut jamais vous trouver ce qui va vous intéresser, ce qui est romanesque dans des faits. Alors par exemple, pour Paris, je trouvais dans un journal un défilé de mode, et avec tous les détails. Et je savais que ma mère allait à des défilés de mode, mais je ne savais pas si elle avait été à celui-là. Donc je mettais ma mère dans ce défilé de mode et je la faisais regarder, parler, etc. C'est-à-dire, si vous voulez, on trouve... et heureusement que j'ai lu ces journaux, parce que si je n'avais fait de lire que des livres, les livres sont déjà des concentrés. Donc ce n'est pas la matière brute. Il n'y a pas la matière brute. Donc tandis que les journaux, c'est la matière brute. Vous vivez, c'est le quotidien. Et vous trouvez donc quelque chose dans le quotidien qui peut vous intéresser et vous pouvez à ce moment-là, parce qu'il faut faire très attention à la vraisemblance, on peut parler aussi de la vraisemblance, et vous pouvez je pouvais mettre ma mère dans telle ou telle circonstance. Mais j'ai toujours fait très très attention et c'est là où on peut parler du roman et de l'histoire. Vous me posez la question? Oui, justement, le roman et l'histoire. Non, c'est l'avantage d'interviewer une excellente journaliste, c'est qu'on peut juste écouter. Non, mais no som un congrés d'historiadors, aquí, justament. On n'est pas dans un congrès d'histoire. On parle de littérature. Oui. Et dans ce sens-là, j'ai toujours pensé que le passé, on peut tout inventer. Oui. Donc ça n'a pas de fin. Je veux dire, le passé est infini puisqu'on a l'imagination pour un écrivain. Oui. Mais ça, c'est... Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, oui. Mais vous m'avez compris.
És a dir, si el passat per un escriptor és infinit, perquè té la imaginació, per un historiador, n'hi ha a primera fila, ja em diran si m'equivoco, però és a dir, un historiador segurament necessita una certa imaginació. Un historien a besoin d'une certaine imagination aussi, pour interpréter. Però arriba un moment que la història, quan no hi ha més dades, s'acaba la història. Poden venir les hipòtesis, les suposicions, però és un terreny acotat. No miro ningú, però però vull dir que si hi ha un historiador a la sala, il y a un historien qui me corrige. Vull dir, l'histoire, elle est fermée. Il n'y a plus de faits qu'on peut contraster, c'est fini. Pour un écrivain, c'est infini. Il a l'imagination. Alors c'est formidable. Oui. Mais jusqu'où on peut jouer de l'imagination? Justement, parce que moi, je fais très très attention, parce que je veux toujours rester dans la réalité, même si ce n'est pas la réalité des faits, c'est ce qui aurait pu se passer. Par exemple, et ça, je fais très très attention à ça. Par exemple, dans cette première histoire avec ma mère, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai imaginé vrai. J'ai imaginé ce qui aurait pu très bien se passer. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Je l'imagine allant voir avec sa tante les derviches tourneurs. Et tout ce qu'elle pense et combien elle est révoltée, etc. Bon, alors, j'ai imaginé vrai parce que je savais que sa tante allait chez les derviches tourneurs. Donc j'imagine la petite fille qui insiste et la tante finalement l'emmène à la séance de derviches tourneurs. Je connaissais le caractère très indépendant et très curieux de ma mère, parce qu'on avait beaucoup parlé, et donc j'imagine sa révolte de devoir être enfermée avec les femmes derrière un grillage. Et comme elle dit, Dieu n'est même pas le même pour tous. Dieu, on a autant droit, nous les femmes, à Dieu que les hommes. Et nous, on est enfermés et les hommes sont là à regarder, à participer. Donc, si vous voulez imaginer vrai, c'est un des exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Dans mon livre, la plupart des choses sont imaginées vraies. Mais c'était des choses qu'elle a... Alors, l'histoire, c'est autre chose. Il y a tout le fond historique où je suis très, très, très exacte, bien sûr, ça, c'est autre chose. Mais le côté romanesque, je mets ma mère dans des situations où elle aurait pu, tout à fait, sans aucun problème, se trouver. Et connaissant la mentalité de l'époque, parce qu'il faut aussi ne pas faire d'anachronisme avec la mentalité de l'époque et la mentalité de ma mère et les coutumes, j'arrivais à reconstituer des choses dont je pense qu'elles ont dû vraiment se passer comme ça. Parce que, ouais. No, i sobretot pensava el que pot un escriptor és imaginar les emocions. Ah oui, alors bien sûr, ça c'est là où on prend le relais des historiens. Parce que les historiens, bon, ils ne vont pas imaginer les émotions, mais nous, bien évidemment, et c'est la chose importante. C'est la chose très importante. Est-ce qu'il y a un problème avec Ah, on entend mal? On va chanter maintenant. On va passer au Ah oui? chant. Ah bon, voilà. C'est por la arracada pendiente. Ah. Vous entendez ou pas? Devant, oui, mais... Vous entendez bien? Tout le monde entend bien? Ah, maintenant, oui, Je le c'est garde bon. au cas où. Ça va? Bon. Ça, c'est le fautif. Voilà. Bon. Donc, voilà, on parlait, c'est la possibilité justement d'inventer des émotions. C'est essentiel, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de roman sans émotion. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, les historiens disent parfois que les romanciers mènent l'histoire plus loin, c'est-à-dire ils font vraiment comprendre l'histoire. Si on essaye, si on reste très, très strict sur la réalité et l'authenticité et la vraisemblance. Hi ha aquest treball de recerca, d'investigació, hi ha tot aquest treball de documentació, de recherche, qui, à mon avis, est parallèle à un certain travail de récupération de l'identité. Crec que és un paral·lel a un treball de la recuperació de la pròpia identitat de l'autor. És a dir, on découvre qu'on n'est pas une jeune française, ou pas seulement une jeune française, que derrière, il y a un passé, il y a des traditions, il y a des langues et des religions qui, jusqu'à présent, què significaven per ella la llengua urdu,
el turc, l'islam. Bon, d'abord, Que- je parle très peu l'ourdou et très peu le turc, ce qu'on me reproche beaucoup. Les Turcs voudraient que je parle turc, mais je leur explique que j'ai travaillé toute ma vie, que j'ai été très prise par mon métier de journaliste, qu'ensuite j'ai écrit des livres, et puis bon, en fait, je vais pas essayer. Je parle un petit peu, mais c'est très difficile. Le turc est très difficile. Mais Mais vous avez fait l'effort, vous avez fait un petit peu, l'esforç. un petit peu, per- un petit peu, Ouais. un petit peu. Mais il faut vivre là-bas parce que quand on vit, je vis un peu là-bas maintenant. Enfin, j'ai vécu ces dernières années là-bas. Maintenant, avec ce qui s'y passe, je veux plus y vivre parce que beaucoup de mes amis sont en prison, journalistes, écrivains. Donc il y a un énorme problème dont je ne veux pas y être parce que je veux pouvoir m'exprimer et critiquer. Et si j'y suis, je ne peux pas. Donc, Mais ça, c'est autre chose. il y a les Mais- langues d'un côté qui La sont langue d'un difficiles, côté. vous y êtes mis, mais, Oui, pas, oui. mais la culture, la religion, Oui. l'estudi de les cultures i les religions de les quals un ve per via J'ai- paterna o materna. Bien évidemment, j'ai commencé à m'intéresser à la religion, à l'islam, vers l'âge de 20 ans, et j'ai commencé à m'y intéresser par les soufis. Les soufis, ce sont les mystiques et les philosophes de l'islam. Et effectivement, c'est très très intéressant, c'est très ouvert, c'est très et bon, on peut parler de l'islam pendant des heures parce que ce qu'on voit aujourd'hui, hélas, sont des caricatures qui n'ont rien à voir et qui sont. Et d'ailleurs, ces terroristes tuent 20 fois plus ou 100 fois plus de musulmans que d'autres. Non, c'est une. D'ailleurs, cet islam, qui est l'islam wahhabite ou salafi, qui est le même, a été condamné quand le wahhabisme est né au 19e siècle. La Rome de l'islam, c'est-à-dire à l'université d'Al-Azhar au Caire, c'est eux qui sont les gardiens du dogme de l'islam, ont dit que le wahhabisme était une hérésie. Alors maintenant, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, du pétrole, ils essayent de répandre cet islam dans le monde entier, et voilà. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est en tout cas une caricature qui est un désastre total. Et bon, voilà. On peut en parler pendant des heures, mais c'est peut-être pas le sujet. Bon, c'est un des sujets, mais Non, mais Mais on peut en parler un peu, si vous voulez. en plus j'imagine que vous Il avez peut y passé, avoir des questions par la suite. si vous avez voulez. passé la journée à parler de ça, non? Je m'imagino que Non, tot el dia oui, un petit peu. se li ha demanat sobre aquest aspecte, perquè clar, està... en fi, Pardon? J'imagine que pendant cette journée, vous en avez parlé pas ou tellement, pas un petit- tellement. un petit Enfin, peu, je un suis petit content peu, pour vous pas parce que tellement, je suis ouais. content pour vous parce que Un petit peu. aquest paper d'intermediària entre cultures, c'est le rôle de passéiste entre cultures. Oui, le passeur, Passeur, entre les excusez-moi. cultures, qui est quand même quelque chose de très important. Aujourd'hui, enfin, je suis un peu, c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on parle de musulmans ou d'islam, c'est en général mal reçu. Il y a quelques années, c'était plus facile d'en parler, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a des réactions extrêmement dures, et des deux côtés d'ailleurs. Enfin, côté. J'ai fini mes notes. Oh, Hein? mais qu'est-ce que J'ai comment rien ça se fait. passe Hein? Que va les notes? No he fet res. Non, evidentment, hi ha beaucoup de questions que je pourrais vous poser. Evidentment, m'agradaria seguir fent preguntes i aprofitant d'aquesta posició privilegiada que tinc ara mateix, però sí que j'inviterai les gens, je cède mes privilèges d'interviu. M'agradaria compartir aquesta oportunitat amb vosaltres i, en fi, demaneu la paraula i adreceu, per adreçar preguntes. Quan més breus siguin, més en podrem... Plus les questions seront courtes, plus il y aura l'occasion d'écouter des... Bon. Non? Bon, alors, revenons à nos moutons, comme disait... Reprenem. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bonsoir.
Espera que et portaran un micro així et sentiran a tota la sala. Ici, toujours, on parle du problème de l'islam et tout ça, mais quelle est la richesse de l'islam? Quelle est la richesse? La richesse, oui. On a- Pourquoi là-bas, beaucoup de personnes cherchent de vivre avec l'islam et avec ses habitudes très différentes de nôtres? En quant de temps ho pots explicar? Perquè, clar, és que he besoin Peut-être un petit... sí, un résumé. És que Oui, deux, trois choses bonnes de l'islam, peut-être. deux, trois éléments. s'il vous Parce que plaît. c'est une question pour... Je vais vous dire, non, je vais vous dire, toutes les religions du livre, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam, ont les mêmes principes moraux, exactement les mêmes principes moraux. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu aideras ton prochain, tu ne seras pas violent, etc. Tu ne tromperas pas ton conjoint. Tous ont les mêmes principes moraux. Alors, par exemple, on parle beaucoup de la position de la femme dans l'islam, hein, qui est une position. Alors, il faut savoir que le voile, déjà, n'était pas le voile n'était pas un principe islamique. Le voile, dans l'Antiquité, les femmes le portaient. Dans l'Antiquité grecque et romaine, les femmes portaient non pas le voile qui ferme le visage, mais le voile comme ça. Les eunuques, c'était Byzance. Byzance, c'était chrétien parce qu'il y avait aussi c'était pour garder les femmes. Donc l'islam, effectivement, ce qui s'est passé, le voile complet, l'horrible voile noir, ça c'est une coutume arabe, une coutume du désert. Et récemment encore, ça n'a jamais été dans le Coran. Et récemment encore, la plus haute autorité de l'islam, Al-Azhar, comme je vous ai dit, au Caire, a dit que le voile n'est pas dans le Coran. Il n'est même pas dans le Coran de se cacher les cheveux. Dans le Coran, il est qu'il faut porter des étoffes pour cacher, pour être modeste, pour rester modeste. Et modestie, ça dépend de l'époque. À une époque, nos grands-mères, il ne fallait pas qu'on montre leurs chevilles. Aujourd'hui, c'est différent. Donc la modestie dépend de l'époque. En tout cas, le voile qui couvre le visage et même qui couvre comme ça le cou et les cheveux, n'est pas dans le Coran. D'ailleurs, dans le Coran, tout ce qui est obligatoire, il y a une punition qui est attachée. Alors, par exemple, le vin. Le vin, c'est très amusant parce qu'il y a 4 versets dans le Coran. Le premier verset dit « Le fruit fermenté de la vigne est une très bonne chose ». Vous voyez, c'est du vin. Hein, bon. Et puis, comme il faisait très chaud là-bas et que les Arabes buvaient pas mal, le deuxième verset qui tombe est « Il est interdit d'aller à la prière quand on est saoul », ce qui me semble une chose un peu normale. Bon. Ensuite, comme il continuait, troisième verset, « Il vaut mieux ne pas boire ». Et comme il continuait, est tombé, « Il est interdit de boire ». Vous voyez comment ça s'est passé. Mais il n'y a pas, bon, il est interdit de boire, c'est une chose, il n'y a pas une punition attachée à ça. Pour l'adultère, je vous donne quelques exemples, parce que la question que vous m'avez posée est très intéressante, mais c'est impossible de résumer l'islam en 10 minutes. Mais donc, je vous donne quelques exemples. Pour l'adultère, on dit d'abord la chose de trancher le cou, de lapider, c'est une chose qui n'a jamais été dans l'islam. Alors, c'est ce qu'on fait en Arabie Saoudite, mais je vous dis que les Saoudiens, c'est quelque chose d'autre. Bon, mais non, dans le Coran, il y avait 4 témoins ont vu l'acte sexuel en train de se faire. Alors, ça veut dire qu'on le fait dans la rue, hein, quand même. 4 ont vu l'acte en train de se faire. À ce moment-là, effectivement, c'est puni de 80 coups de fouet. Pour l'homme comme pour la femme, déjà. À l'époque, il faut savoir que quand il y avait adultère en Occident, il y avait des punitions, on pouvait être tué, il y avait des punitions terribles. Une des punitions était de faire la femme, on l'emmenait, la femme, on la mettait à moitié nue ou nue sur un âne, avec du miel pour que les guêpes viennent là, et puis on lui tapait dessus, enfin bon,
Ce n'était pas gai non plus. Alors, donc, ça, c'est une chose. Mais les témoins, alors comment est-ce que les témoins ne vont pas mentir parce qu'ils veulent se venger de quelque chose? Les témoins, ils doivent prouver qu'ils ont dit vrai. Si c'est un faux témoignage, ils reçoivent les 80 coups de fouet. Donc, si vous voulez, c'était vraiment très difficile de prouver un adultère. Pour la polygamie, les différentes femmes. Alors, effectivement, comme à l'époque, il y avait beaucoup de guerres, donc il y avait beaucoup de veuves de guerre, et que c'était une époque, comme c'était d'ailleurs ailleurs aussi, où une femme ne pouvait pas rester seule, donc on a permis qu'un homme prenne plusieurs femmes. Mais dans le Coran, il y a un verset qui dit on peut prendre jusqu'à 4 femmes, mais il faut les traiter toutes pareilles, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan affectif, que sur le plan sexuel. Et moi, je connaissais au Pakistan, parce qu'en général, ça existe très peu maintenant, mais je connaissais au Pakistan un avocat qui avait 3 femmes, il s'arrachait les cheveux parce que s'il n'allait pas un jour chez l'autre, chez l'autre, elle lui faisait une vie d'enfer. Il fallait vraiment se partager, même si on n'avait pas envie. Voilà, donc le prophète Mahomet dit, de toute façon, être vraiment équitable, totalement équitable, c'est pour ainsi dire impossible, donc il faut mieux avoir une seule femme. On a le droit d'en avoir 4, mais comme c'est très difficile, sinon impossible de les traiter tout pareil, il faut mieux en avoir une. Bon, lui d'ailleurs, lui par la suite, sa première femme... Ah oui, alors quand on dit autre chose, on dit qu'une femme, aujourd'hui on vous dit qu'une femme doit rester à la maison, elle doit juste rester à la maison, pas travailler, etc. Ah bon, pardon. En fait... En fait, ça ne tient pas debout, parce que la première femme du prophète était une femme d'affaires, Khadija. Elle avait des caravanes qui traversaient le désert, elle était très riche, elle était une femme d'affaires, et donc voilà, une commerçante, une grande femme d'affaires. Ensuite, il n'a pas eu d'autres femmes tant qu'elle est vivante, tant qu'elle a vécu, plus de 20 ans, je crois. Ensuite, il a épousé plusieurs femmes, c'était plutôt des alliances politiques. Mais sa dernière femme, qui était très jeune et qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Aïcha, avait le droit d'assister. Elle assistait au dîner avec les hommes, avec les compagnons du prophète. Ils discutaient politique, ils discutaient toutes sortes de choses. Et quand il est mort, elle a mené une bataille qui s'appelle la bataille du chameau. Donc c'était une femme qui avait qui avait son mot à dire, qui était puissante, etc. Donc, si vous voulez, tout ça n'est pas dans le Coran, et ce sont plutôt des coutumes qui sont restées de peuples très sous-développés, qui étaient dans cette péninsule arabe, où c'est vrai, c'était des bergers ou des pêcheurs, et il n'y avait pas comme en Syrie ou en Irak ou en Palestine une culture importante. Il n'y avait pas du tout. Donc, il y a eu une espèce de chose qui s'est... Mais il y a eu l'islam, bon, ça né au 7e siècle, il y a eu toutes sortes de différents islams dans différents pays. En Turquie, c'était très ouvert pendant longtemps. Arabie, ça a toujours été fermé. La Syrie, le Liban, enfin le Liban est à moitié chrétien, mais de toute façon, c'était très ouvert. Bon, aujourd'hui, c'est un autre problème, mais ce sont des problèmes qui viennent aussi, et surtout de problèmes politiques, et aussi d'un désespoir de la jeunesse. Il faut dire que la jeunesse, quand on voit des jeunes Français, ou je ne sais pas, peut-être Espagnols, mais en tout cas Français, qui sont Français, qui deviennent musulmans et qui vont jeter une bombe ou s'immoler comme une bombe, ce sont des jeunes qui c'est presque comme un suicide. Ce sont des jeunes qui n'ont aucun espoir, qui n'ont aucune vision. Il n'y a plus d'idéal religieux, bien sûr, pour ainsi dire, nulle part. Il n'y a plus d'idéal politique, pour ainsi dire, presque plus. Plus, parce que toutes les grandes idéologies politiques auxquelles moi j'ai cru, etc., ça s'est cassé la gueule. Donc, ces jeunes se trouvent, on leur propose quoi? Le matérialisme, plus d'argent, plus de consommer plus. S'ils ont un peu quelque chose dans la tête, ça ne leur suffit quand même pas. Et puis, il y a d'autres qui ne font même pas ce niveau-là et à qui on propose une vie de travail pour gagner presque rien. Donc, ce sont des jeunes qui n'ont pas grand-chose devant eux, qui sont souvent assez désespérés. Et finalement,
plutôt que se suicider, ils vont agiter le drapeau de l'islam. Au moins, ça leur donne une... Ça leur donne... La plupart du temps, même les jeunes musulmans de famille musulmane qui font ça ne connaissent mais rien, mais strictement rien à l'islam. Et ils savent rien. Et voilà. Ils sont capables de tuer et mourir pour une chose qu'ils ne connaissent pas. Ah oui, qu'ils ne connaissent pas Maten i moren per una cosa che ignoren. parce que ce sont des jeunes désespérés. Vous savez, c'est comme la bande à Bader, c'est comme qui eux avaient quand même une idée politique. Ça ne serait pas d'une certaine façon une nouvelle lutte de classe alors? Com una nova forma de lluita de classes, perquè la característica principal és que tots són molt pobres i no tenen horitzó econòmic. No todos, algunos son de la moyenne bourgeoisie. Il y a de la moyenne bourgeoisie aussi, mais comme je dis, on ne lutte pas simplement pour soi, on peut lutter pour les autres, quand même, c'est normal. Quand on voit vraiment des misères terribles dans certains endroits, certains pays, on peut être révolté et lutter pour les autres, pas seulement pour soi. Bueno, il peut y avoir un aristocrate maoïste. Ben voilà. No? Teniu alguna per aquí? Allà, non? Sí. J'avais une question. Si, à l'âge de 15 ans, vous ne serez pas révolté pour découvrir vos origines, qu'est-ce que vous auriez fait? Oh. Si je m'étais pas... Écoutez, ce qui était prévu pour moi par la famille qui m'élevait et les religieuses où j'allais à l'école, ce qui était prévu pour moi, c'est que j'apprenne les langues, que je devienne secrétaire d'ambassade et que j'épouse l'ambassadeur. Ça, c'était ce qui était prévu pour moi. Mais bien sûr, ça ne m'a pas plu du tout parce que j'étais très révoltée. Et donc, j'ai voulu aller faire de la psychologie en Sorbonne. Bien sûr, de la psychologie parce que j'étais tellement mal avec moi-même que j'avais besoin de me comprendre. Donc, j'étais en Sorbonne. Et là, j'ai dû faire toutes sortes de petits boulots parce que je n'avais pas du tout d'argent. On m'a dit, bon, tu veux faire des études, vas-y. Mais voilà. Et puis, c'est là que j'ai rencontré des gauchistes. Alors, c'était très drôle parce que moi, dans le milieu où j'étais élevée, une jeune fille de bonne famille ne lisait pas les journaux. C'était pas bien de lire les journaux. Donc, j'avais aucune idée de rien. Et je tombe sur mon professeur de philosophie, qui était un trotskiste, dissident trotskiste. Et comme il était très beau, j'étais amoureuse, platoniquement. Hein, et il nous a emmenés, moi et 2 ou 3 de ses étudiants, dans un groupe dissident trotskiste, qui était un groupe assez très intellectuel, etc. Et je me souviens que j'étais là, j'écoutais, je ne comprenais rien. Et je me souviens qu'il disait les gens sont aliénés, ce sont tous des aliénés. Pour moi, aliéné, ça voulait dire fou. Il voulait dire aliéné à la société, à la richesse, associé à cela. Mais je ne comprenais rien. Alors je disais oui. Alors tout le monde me trouvait très intelligente parce que je disais oui toujours. Je ne comprenais rien. J'ai mis longtemps à comprendre. Et après, ça a été très bien parce qu'il y avait le sentiment de justice. J'avais un sentiment profond d'injustice. Donc j'ai très bien collé avec ces groupes parce qu'on se battait pour une certaine justice. Bueno, hem parlat del passat com una capacitat, com una força, le passé com una força, una capacitat surtout pour nourrir la littérature. I el passat, el que es troba al seu llibre, ce qu'on trouve dans votre livre, c'est que c'est une prison, és una presó per a alguns dels personatges. Pour certains des personnages, c'est une prison parce qu'ils se sentent obligés de respecter un protocole, de respecter... On a fait le grand éloge du passé comme force, non? Oui. Ça peut être une prison terrible. Et moi, j'ai vu ça dans ma famille. Et là, j'ai des tantes qui sont des Turcs ottomanes, des grandes beautés. C'est la génération dessus de moi, la génération de ma mère, de grandes beautés, mais qui ont été élevées comme autrefois, même si elles étaient exilées. Vous savez, les cours en exil, il y a des principes encore beaucoup plus forts que même à la cour, parce qu'il n'y a plus rien, il y a juste les principes. Donc, elles ont passé leur vie en représentation. Elles ont épousé, parce qu'il fallait bien, il n'y avait pas d'argent, elles ont épousé des princes musulmans très riches, mais qui avaient 3 fois leur âge en général, et elles n'ont pas été heureuses, mais elles ont passé leur vie à rester des sultanes, à être des sultanes. Alors, c'était un très beau spectacle.
Moi, je les regardais, je préférais aller les regarder qu'aller au cinéma, parce que c'était tellement beau, elles étaient superbes, elles avaient des manières extraordinaires, elles étaient bon. Mais les pauvres n'ont pas vécu. Elles ont été emprisonnées par ce passé, absolument. Et bon, c'est vrai que c'est un gros problème, mais il n'y a pas que les sultans, il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés par leur passé. Hein? I han llegit el seu llibre, aquestes familiars? Han leído su libro, estas tías suyas? O... Ah, mon Dieu. Haber empezado por ahí. Quand mon livre, ça a fait des problèmes affreux, moi je croyais que ma famille, innocemment, je croyais que ma famille ottomane serait très contente parce que je les fais revivre, on les avait oubliés, je les fais revivre, la grandeur, etc. Mais elles étaient furieuses. Comment est-ce que j'avais osé parler et dévoiler des secrets et dire des choses, parler d'une certaine intimité, même si j'étais quand même très attention. Ah non, ça a été très très mal pris. Et en plus, j'étais d'une génération qui n'avait pas vécu tout ça. Alors comment est-ce que j'osais? Alors parce que leur grande chose, c'est qu'il ne faut pas parler. Et surtout pas parler aux journalistes. Les journalistes, c'est la bête noire. Là, elles ont raison, hein. Là, elles ont raison, là. Donc voilà, ça a été mal pris, oui, ça a été assez mal pris, mais elles ont quand même été étonnées. C'est que moi, j'ai fait très attention parce que j'aime la Turquie, j'avais envie de pouvoir rentrer en Turquie. Donc j'ai fait en dehors de tout ça d'ailleurs, j'ai fait très attention d'être aussi objectif que possible, c'est-à-dire que je n'ai pas écouté ce que me racontait ma famille, j'ai écouté un petit peu, ce que racontaient les kémalistes purs et durs un peu, et j'ai vraiment essayé de comprendre, c'est-à-dire en travaillant beaucoup et en lisant beaucoup de livres d'histoire, etc. Et donc je crois que je suis arrivée à une version équilibrée de ce qui s'était passé. Et alors là, j'ai eu vraiment une grande joie, parce que, hélas, en Turquie, jusqu'aux années 80, on n'avait pas le droit de parler de la famille ottomane. La famille ottomane, on disait, ce sont des horreurs, ce sont des tyrans, ce sont etc., etc. Et il y avait ceux qui, quand même, connaissaient un peu mieux, et les gens étaient partagés entre deux choses. Ils croyaient qu'il fallait qu'ils soient ou pro-ottoman ou pro-kémaliste. Ils étaient complètement déchirés. Et moi, j'ai montré qu'on pouvait être les deux, que la Turquie avait deux jambes, son passé ottoman, qui est un grand passé, et son présent kémaliste. S'il n'y avait pas eu Mustafa Kemal, il n'y avait plus de Turquie, c'était terminé, il n'y avait plus de Turquie. Et puisque l'Europe avait divisé la Turquie en plein de petits morceaux, il n'y avait plus de Turquie. Et donc j'ai montré ça, et en fait, il y a eu des grandes discussions après la sortie de mon livre dans tous les journaux. On a recommencé à parler de tout ça, et j'avais des gens qui m'arrêtaient dans la rue en pleurant, en me disant « Merci, vous nous avez rendu notre passé ». Donc ça, c'était quand même une grande chose, parce que les gens ont senti qu'ils n'étaient plus obligés de choisir. C'est ça la synthèse qu'on fait quand on va profondément, quand on réfléchit. On n'a pas à choisir blanc et noir. Rien n'est jamais blanc et noir, il y a toujours des nuances. I per això la literatura és perfecta, no? per reproduir aquesta riquesa de matisos. Pour ça, la littérature, c'est un domaine parfait pour reproduire toute la palette. Voilà, pour pouvoir, oui. Però la seva família turca, quan és que es van assabentar que vostè existia? Votre famille, quand est-ce qu'ils sont... Muy tardé. Ça va là? C'est trop. C'est trop? Ah si? Muy tarde he conocido, es una historia que yo digo en mi segundo libro. Je connaissais personne de ma famille, ni maternelle ni paternelle. Et quand j'ai écrit à mon père, en lui racontant qu'on m'avait raconté toutes sortes de choses, que les religieuses, qu'on m'avait raconté qu'ils ne voulaient pas me voir, qu'ils ne m'aimaient pas, parce que les religieuses m'avaient dit tout ça pour que je ne revienne pas chez mon père, qui était un musulman. Et comme il était musulman, forcément, c'était un très méchant monsieur, un horrible personnage. On ne pouvait pas laisser une gentille petite fille aller chez un père musulman, c'était impossible. C'est ça, c'est comme ça que... C'est au fond, d'ailleurs, c'est parce que moi, au fond, je suis le produit de préjugés que j'ai voulu me battre toute ma vie contre ce genre de préjugés. Parce que sinon, normalement, j'aurais dû aller en Inde et vivre dans ma famille. Je ne sais pas si ça aurait été mieux, peut-être pas. Mais en tout cas, ça aurait été comme ça. Et donc, qu'est-ce que je parlais de quoi?
Il a fallu quand ils ont découvert Ah oui, votre oui, oui. existence. Alors j'ai commencé j'ai écrit à mon père, et mon père a écrit à une tante à moi qui habitait Paris, en lui disant voilà, vous avez une nièce qui est ma fille qui habite Paris, et j'aimerais que vous la voyiez, etc. Et donc je reçois un jour un coup de téléphone en me disant, en m'invitant à prendre le thé, etc. Et moi j'étais très émue. Alors j'étais à l'époque, je vendais pour gagner un peu d'argent des petites revues de danse à l'opéra le soir. Et bon, j'avais 10 centimes par revue, enfin c'était rien. Et donc je me dis, bon, je vais chez cette tante, je me suis acheté une paire de gants pour avoir l'air bien, à l'époque on portait des gants. Et j'arrive dans un magnifique appartement du 16e arrondissement, m'ouvre un maître d'hôtel, et je vois au fin fond d'un grand... Alors j'imaginais que j'allais voir ma tante et qu'on allait s'embrasser, et qu'on allait pleurer et s'embrasser, etc. Et je vois au fond d'un grand salon deux femmes, une très très belle, avec 7 rangs de perles, une plus âgée, avec 7 rangs de perles aussi. Et je vais vers elle pour les embrasser. C'était ma tante et ma grand-tante, disons, sa mère. Je vais chez elle vers elle pour les embrasser. Elle me tend la main, elle me dit « Bonjour, princesse ». Je reste comme ça. Et bien sûr, je dis « Bonjour, princesse ». Alors, il y avait la mère qui dit « Bonjour, princesse, comment allez-vous, princesse ?» Et vous, princesse? Mais oui, princesse. Et les princesses volaient au-dessus de ma tête. Et moi, je me sentais pas bien parce que j'avais attendu de l'affection. Et rien du tout. Alors ça, c'est très ottoman. Après, elles m'ont donné beaucoup d'affection, mais il y a une espèce de froideur, on ne s'embrasse pas, il y a un protocole très important, etc. Bon, par la suite, quand je les ai mieux connus, ça a été très bien. Mais au départ, j'étais quand même très, très étonnée. J'ai passé des heures très agréables à vous lire, Merci. à vous écouter, mais ces messieurs, dames, ils ont un peu faim. Ah oui, Ils ont un petit d'accord. creux. Oui. Ha estat un verdader plaer compartir la vetllada amb vosaltres. Em fan senyal que en fi s'ha d'acabar i fins sembla que ara hi ha una estona per voleu saludar, en fi, o el que vulgueu. Gràcies a tots. Bye-bye. Merci.